Selon vous, comment est-ce qu'a évolué sociologiquement le profil sociologique des immigrés turcs en France depuis ces 50 dernières années? Oui, alors il y a une immigration officielle d'abord, qui est donc basée sur les contrats qui ont été passés entre la France et la Turquie en 1965. Ceci dit, les immigrés turcs ne sont pas arrivés tout de suite après la signature des conventions entre États. Ils sont arrivés entre 69 et 74, date de la fermeture de l'immigration de main-d'œuvre légale. Donc il y a une première arrivée composée essentiellement d'hommes seuls, ouvriers, qui viennent travailler dans divers secteurs d'emploi industriels, le forestage, la confection dans les grandes villes, le plastique, les voitures, etc. Et puis ils sont rejoints par leurs femmes et leurs enfants en très bas âge, pour la toute première génération, qui arrive après l'autorisation du regroupement familial par tous les pays européens, c'est-à-dire 75. À partir de 75 arrivent les femmes. Puis on a une autre catégorie de personnes qui vont arriver, mais avec un autre statut, c'est le statut de réfugié politique, après le coup d'État militaire de 1980. Là, le profil est très différent, puisque, bien sûr, il y a un profil également anatolien de personnes qui viennent de l'Est du pays, notamment des Kurdes. Par contre, il y a également des gens des villes qui sont plutôt dans un engagement politique, syndical, notamment les diverses variantes de la gauche turque et puis du syndicat DİSK. Donc voilà un peu le portrait. Après, il faut peut-être y ajouter le fait qu'une partie de ces demandeurs d'asile vont être déboutés, ne vont pas être acceptés au statut de réfugiés, et donc vont rester. Et lorsqu'ils restent, ils constituent cette catégorie qu'on appelle les sans-papiers, difficile à chiffrer, mais aujourd'hui on les estime à peu près à 35 000 au niveau des Turcs actuellement. Et cette catégorie-là, pour une partie d'entre eux, vont obtenir également un droit de séjour, mais beaucoup plus tard. Et ils resteront dans une situation de précarité jusqu'à l'obtention d'une carte de séjour qui leur permettra, du coup, d'être à peu près dans la même configuration que la première vague de migration de main-d'œuvre. Mais ils feront ils feront venir leur famille beaucoup plus tard, bien entendu, que ceux de la première génération. Ces immigrés turcs rencontrent-ils des problèmes d'intégration? Donc oui, peut-être au départ ils l'ont eu, mais est-ce que cela perdure malgré les générations et l'évolution en fait de cette communauté au sein de l'État français? Alors oui, parce que la première génération qui maintenant a atteint les 50 ans de présence en France, avec aujourd'hui encore un très fort taux notamment de femmes, près de 80% qui ne parlent pas le français, qui connaissent quelques mots mais qui ne le parlent pas. Les hommes sont à peu près à 70% non francophones. Donc évidemment, la question de la langue est un premier facteur de difficulté d'intégration, mais il faut surtout ajouter à cela une volonté de la part de ces immigrés qui, au départ, pensaient que leur séjour serait très court. Après avoir capitalisé une certaine somme, ils pensaient rentrer dans leur village et dans leur région, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dans beaucoup d'histoires migratoires, ça ne se passe pas toujours comme on le veut. Et lorsqu'il y a le coup d'État militaire de 80, que des réfugiés arrivent, la première vague de migration ne peut plus penser à rentrer en Turquie, dans une Turquie qui économiquement n'est pas à un bon niveau, un meilleur niveau en tout cas qu'à l'époque où ils sont venus. Donc là, tout dépend de l'envie de la personne de prendre racine dans le pays qui est le pays qui les a accueillis, ou bien de se sentir éternellement gurbetçi et de rester dans cette situation-là. Alors, j'ai envie de dire malheureusement, la plupart des immigrés turcs économiques arrivés donc à la fin des années 60, au début des années 70, sont restés dans une forme d'entre-soi, de regroupement. Ils ont même, c'est ce que j'expliquerai un peu demain au moment de la conférence, une organisation de l'entre-soi qui a fait qu'il y a eu très peu de mélange avec la société française, qu'ils n'ont pas non plus, comme je disais tout à l'heure, véritablement appris le français. Et il y a un hiatus entre, bien sûr, leurs enfants
qui sont des franco-turcs, nés en France, et la première génération qui, elle, est restée peu intégrée au territoire français. La génération actuelle, disons, donc leurs enfants, est-ce qu'eux parviennent à s'intégrer d'une part? Et d'autre part, vous m'avez dit qu'il y avait un entre-soi. Est-ce que cet entre-soi perdure toujours aujourd'hui chez la nouvelle génération? Alors, la deuxième génération, la troisième même, on pourrait dire, plutôt, la quatrième étant en très bas âge, la troisième génération, qui sont franco-turcs, nés en France, donc automatiquement français, bien sûr que pour eux, il n'y a pas de problème d'intégration. On ne peut pas parler d'intégration pour aucune des deuxième, troisième générations des divers groupes migratoires. Mais, après, tout dépend des individus et de ce qu'ils se sentent être. Est-ce qu'on est franco-turc dans une harmonie de double culture, ce qui est l'idéal, de pouvoir vivre ces deux cultures et de pouvoir en faire un métissage? Ou bien est-ce qu'on reste dans une stature qui est moi j'ai une famille qui est venue de tel endroit et donc je reste fermement accroché à mon identité turque? Ou bien est-ce qu'on dit je rejette complètement cette identité et je me sens uniquement français? Alors pour la grande majorité des deuxième et troisième générations, il y a une difficulté à réaliser ce métissage, mais cette difficulté ne vient pas des jeunes qui, pour la plupart d'entre eux, le souhaitent, ou y aspirent en tout cas, mais plutôt de freins qui sont mis par la famille, la communauté, l'organisation communautaire, etc. Donc l'entre-soi n'est pas exactement le même que pour les parents, mais ils sont quand même encore dans un entre-soi, du fait notamment des mariages qui sont contractés entre franco-turcs, hommes et femmes, avec des Turcs de Turquie. Parce que là est le nœud du problème. Parce que lorsque on peut se marier entre Turcs grandis en France, ayant le même parcours scolaire et éducatif, ayant les mêmes goûts, la même connaissance de la société dans laquelle on vit, ou bien on se marie avec quelqu'un qui arrive du pays d'origine des parents, qu'on ne connaît pas si bien que ça, parce que ce sont des mariages plutôt Gürcü usulü, organisés plutôt par les familles, et de ce fait, c'est un nouveau mouvement migratoire qui a lieu, puisque la personne qui vient de là-bas, que ce soit une femme ou un homme, une bru importée ou un gendre importé, ital damat, est un nouveau migrant, qui ne connaît pas le français, qui ne connaît pas les rouages sociaux, qui n'a pas d'amis, donc le franco-turc ou la franco-turque se retrouve dans une organisation familiale où on parle uniquement le turc parce qu'il y en a un qui ne parle pas du tout le français, on se reçoit entre turcs, on regarde la télévision turque, et ces jeunes qui finalement sont meilleurs francophones que turcophones se retrouvent dans une autre forme d'entre-soi qui ne correspond pas véritablement à leur aspiration, pour beaucoup d'entre eux. Alors, est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que c'est un entre-soi forcé de la part des parents qui ont peur de perdre leur culture? Je dirais induit. Forcé est peut-être un grand mot, dans certains cas, oui, on peut l'utiliser. Disons, fortement induit par la communauté, la famille. C'est-à-dire que ce qui est très difficile et humainement, à mon avis, un peu choquant, c'est qu'on élève les jeunes, on éduque les jeunes en leur expliquant qu'on ne peut pas être turc et français à la fois, qu'il faut faire un choix. Et ça, c'est terrible, parce que c'est un choix cordélien. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de choisir entre sa mère et son père. Or, on a une mère et un père, et on a envie de les avoir tous les deux. Et c'est la situation dans laquelle se trouvent ces jeunes. Ils n'ont pas envie de faire de choix. Mais on leur dit, si finalement tu choisis d'être un Français, donc tu n'es plus turc, donc tu ne fais plus partie d'entre nous. Ce qui est quand même extrêmement difficile. Et est-ce que c'est dû à ça, le fait que les Turcs de France, en fait, proclament une identité turque, à proprement parler, plutôt que française? Alors, quand on interroge les jeunes sur comment ils se sentent, quelle est leur identité, ils répondent facilement franco-turc.
je pourrais le résumer par un mot que m'a dit un jeune élu que j'ai interrogé et dont le portrait fait partie du livre que j'ai écrit. C'est un jeune qui est en plus un élu dans une municipalité de banlieue et qui, en terminant son interview, quand je lui ai posé cette question de l'identité, il m'a répondu « Mon pays c'est la France, ma patrie c'est la Turquie ». Alors si on décortique cette phrase, elle est à la fois intéressante, elle est à la fois troublante. Parce qu'un pays, alors est-ce que ça serait uniquement une terre sur laquelle on a ses pieds? Et la patrie, ça serait tout ce qui fait partie du fort intérieur et de l'appartenance sentimentale. Est-ce qu'il n'y a pas d'appartenance sentimentale à la France? Est-ce que c'est simplement un lieu où on habite? Il faudrait creuser. Du coup, ça sous-entend une objectivité, enfin, comment dire? Je suis là car je dois l'être, donc j'accepte ma présence ici, mais sauf que je suis plus attachée à ce qui est la Turquie que la patrie. Ça peut vouloir dire ça, mais si vous poussez plus loin l'interrogatoire et que vous leur dites finalement, est-ce que vous pensez retourner, trouver du travail en Turquie ou autre, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, pas beaucoup bien sûr. Non. D'ailleurs, force est de constater que les parents qui ont pendant si longtemps pensé à retourner en Turquie ne sont pas rentrés. Les hommes aujourd'hui à la retraite, ils rentrent 3 mois, 4 mois, 5 mois pour s'occuper des champs et tout ça quand ils ont des terres. Les femmes, elles ne rentrent même pas aussi longtemps. Elles rentrent comme elles allaient en vacances. Elles reviennent. Pourquoi? Parce que maintenant, elles ont leurs petits-enfants, leurs enfants et leurs petits-enfants qui sont en France et qui, eux, apparemment, n'ont pas envie de retourner. Donc, il y a véritablement une contradiction, un paradoxe dans cette histoire-là. Et est-ce que c'est pour ça qu'ils ont du mal à l'admettre? En fait, qu'ils ont un attachement à la France, mais peut-être que c'est trop fort pour eux d'assumer cet attachement indirect, ou peut-être qu'ils n'en ont pas conscience. Oh, je pense qu'ils en ont conscience. Simplement, c'est, comme je disais tout à l'heure, une difficulté à prendre des décisions en tant qu'individu pour leur vie. Mais ça, c'est un véritable problème par rapport à la société turque en général, l'individuation. C'est ce qui fait la grande différence entre la culture française et la culture turque, entre l'éducation française et l'éducation turque. D'un côté, on a un individu social qui dépend de diverses circonférences d'influence et qui doit obéissance ou allégeance à sa famille, son village, sa communauté, sa patrie, etc. Et de l'autre côté, vous avez un pays qui cesse de dire à un enfant dès qu'il est rentré dans l'école qu'il est un individu qui doit se construire sa propre identité. Même si dans sa propre identité, bien entendu, il y a l'attachement à la famille, peut-être au pays de sa famille, etc. Mais il doit se construire son propre chemin. Et c'est en cela que les deuxième et troisième générations ont beaucoup de difficultés. Ils ne se l'autorisent pas, effectivement. Ils ne se l'autorisent pas tous. Pas vraiment. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce point-là, il y a une certaine différence entre la diaspora turque de France et la diaspora turque dans les pays comme l'Allemagne ou autres en Europe? Il n'y a pas grande différence entre la France et l'Allemagne, sinon que en Allemagne, la grande différence avec la France, c'est qu'il y a une espèce de classe moyenne qu'il n'y a pas en France. C'est-à-dire qu'en France, vous avez l'immigration, celle dont on vient de parler, et puis vous avez les élites très cultivées, artistes, écrivains, journalistes, enfin, tous ceux qui ont fait Galatasaray, Saint-Joseph, etc., qui sont arrivés en France en parlant très bien le français, pour lesquels il n'y a absolument aucun problème d'intégration, bien entendu, mais parce que ça vient d'eux-mêmes aussi. Et là, il y a une coupure entre ces deux sociétés-là. En Allemagne, étant donné l'ancienneté déjà de l'immigration, le fait qu'il y ait eu au départ des femmes qui sont allées en Allemagne comme ouvrières, ce qui ne s'est pas du tout passé en France puisque l'industrie française n'avait pas besoin de main-d'œuvre féminine. Donc les femmes de France, c'est vraiment que des accompagnatrices de l'histoire de leur mari. Alors qu'en Allemagne, il y a donc des femmes. Il y a aussi une immigration qui vient plus de l'Ouest en Allemagne que en France, donc qui viennent des périphéries des grandes villes, Izmir, Istanbul, Ankara, etc. Et donc ils ont
à force de temps de présence en Allemagne, constituaient une sorte de classe moyenne. C'est la grande différence. Et puis, par exemple, sur les mariages, on a 56% de jeunes d'Allemagne qui se marient peut-être avec un Turc ou une Turque, mais de l'immigration. Donc, il y a beaucoup moins de bruit et de gendres importés, par exemple. Comment expliquez-vous que les Turcs de France, en fait, soient si peu visibles sur la scène politique notamment, mais en général, que les autres groupes issus de l'immigration, tels les Maghrébins? Alors, ça c'est une question qui mérite une réponse assez longue, mais bien sûr, ça tient au fait que ce sont des histoires migratoires différentes, du fait que, notamment le groupe maghrébin, en tout cas les Algériens et les Tunisiens surtout, ont une histoire coloniale, bien entendu, avec la France, qui fait qu'il y a un autre rapport à la France qu'il n'y a pas du côté des Turcs, mais il y a un autre rapport des Français à l'égard des Maghrébins que vis-à-vis des Turcs. Donc ça, c'est une histoire assez complexe et qui tient à l'histoire. Ensuite, il y a de la part des Maghrébins une volonté d'affirmer une voix contradictoire par rapport à la France. Il y a des règlements de compte que les jeunes Maghrébins ont avec la France du fait de l'histoire de leurs grands-parents ou de leurs parents. Ce qu'il n'y a pas du tout, bien sûr, avec les Turcs, puisque les Turcs n'ont pas été colonisés, et donc il n'y a pas ce rapport avec aucun pays européen de rapport colonial, d'histoire coloniale. Après, c'est une posture qui leur appartient aussi, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des sujets dans lesquels on voit des jeunes Turcs s'exprimer. Des faits de société, quand il se passe quelque chose en France, les jeunes Maghrébins prennent tout de suite la parole, que ça les concerne ou que ça ne les concerne pas. Les Turcs ne prennent pas la parole la plupart du temps. Mais il y a des élus. Il y a plus d'une... Enfin, là, maintenant, il va y avoir des nouvelles élections municipales la semaine prochaine, mais jusque là, dans la dernière mandature municipale, il y avait 64 élus turcs, d'origine turque, dans les mairies. Mais même dans ces mairies, c'est étrange, par exemple, les deux que j'ai interrogés dans le livre disent bien que quand ils ont été élus, ils ont demandé à ne pas avoir de poste dans la municipalité qui traite de l'immigration ou des cultures étrangères ou de l'interculturel. C'était une volonté de leur part, ce n'était pas forcément la volonté du maire. C'est pour éviter toute confusion. Voilà, il y a une espèce de... Il y a une question de... Il ne faut pas qu'on me donne une étiquette, mais il y aurait des sujets sur lesquels cela mériterait qu'ils s'expriment. Or, ils s'expriment parfois, mais ils s'expriment dans une revendication sur un fait qui se passe en Turquie, pas en France. Alors, par exemple, il y a un numéro spécial d'une revue qui traite du président Erdogan, pas en bons termes, et d'un coup, vous avez les jeunes issus de l'immigration qui prennent vent debout la défense de la Turquie. Or là, c'est évidemment aussi contradictoire et paradoxal, parce que quand on est dans un pays, on peut être critique aussi bien vis-à-vis du pays où on est né que vis-à-vis du pays dont les parents sont originaires. On peut être critique ou on peut aduler, peu importe, mais on peut avoir des postures vis-à-vis des deux pays. Or là, les jeunes issus de l'immigration turque ne s'expriment pas sur les événements sociaux français, mais s'expriment uniquement lorsque ça concerne la Turquie. Et pourquoi? Une certaine forme de nationalisme. Bon, il y a un patriotisme turc qu'on connaît tous, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date de bien longtemps, en tout cas depuis la création de la République. Et ce patriotisme n'est plus à l'ordre du jour en France. C'est un patriotisme qui est oublié maintenant en France. Donc au contraire, je veux dire, quand les Français sont très critiques vis-à-vis de leur propre gouvernement, vis-à-vis du président de la République française et tout. Donc il y a une espèce de liberté et de prise de distance que les Turcs n'ont pas. Espérons qu'ils arriveront justement à devenir ces citoyens double nationaux, de double culture, avec une culture métissée et assumée, riche des deux cultures, parce qu'on est plus riche quand on a deux cultures. C'est ça. Voilà, donc, et mais cette richesse-là, il faut l'organiser de manière à pouvoir être libre aussi dans ces deux cultures. D'avoir une distance et une liberté
et d'action, et de critique, et d'applaudissements, tout ce que vous voulez, mais il faut être équilibré. Oui, et ils ont du mal à l'être. Et ils ont du mal à l'être, absolument. Concernant les dernières déclarations du président Emmanuel Macron, concernant le refus avec la fin de l'enseignement en langue étrangère. Donc, est-ce que vous avez eu des réactions autour de vous, de la population turque de France, vis-à-vis de ces déclarations? Comment est-ce qu'elles ont été perçues? J'en ai pas eu parce que moi je suis arrivé une semaine après ces déclarations. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus tout de suite s'échauffer sur cette question parce que entre les déclarations et les actes, il y a parfois beaucoup de changements et dans la mesure où ça touche le porte-monnaie, on n'est pas sûr que les actes vont suivre les déclarations. Maintenant, c'est vrai que cette question des ELCO est un sujet qui n'est pas un sujet réservé à Emmanuel Macron, c'est un sujet qu'on trimballe depuis des lustres. Et tous les présidents de la République, tous les premiers ministres, les ministres de l'Intérieur se sont penchés sur ce sujet. Ce dispositif date de 1977. Ce dispositif avait une idée très précise qui était qu'on pensait à l'époque que ces immigrés allaient rentrer dans leur pays et qu'on voulait que les enfants ne soient pas complètement perdus en rentrant dans le pays de leurs parents et donc puissent conserver la connaissance de la langue d'origine des parents. Maintenant, on est bien loin de ça quand même. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'ils continuent à parler l'arabe, le turc, connaissent la langue de leur famille? Bien sûr. Mais ça suppose que la France prenne en charge ces enseignements de manière correcte. Si on dit c'est nous qui allons prendre en charge, mais que depuis 15-20 ans, on a 8 professeurs de turc dans le cadre de l'éducation nationale, donc certifiés, appartenant au corpus de l'éducation nationale et salariés par la France, et que ces 8 ne bougent pas, qu'il n'y en a pas un 10e qui a été créé en autant de temps, on a un peu du mal à croire que cet enseignement va être véritablement pris en charge. Alors maintenant, je sais que à la place de ces ELCO, de ces enseignants de langue et culture d'origine, il serait question d'avoir des personnes francophones formées peut-être en France, peut-être dans le pays, mais c'est un sujet un peu délicat parce qu'on ne peut pas demander à des pays étrangers, sans mettre la main à la poche, comme je disais tout à l'heure, de tout prendre en charge et de tout contrôler. Moi, à mon avis, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir sur un très bon suivi d'inspection générale de l'éducation nationale sur le contenu, parce que là, la France a tout à fait raison, il faut contrôler le contenu des enseignements, la capacité des enseignants, bien entendu, en termes pédagogiques, mais après, si la France ne paye pas elle-même le salaire de ses enseignants, ça ne peut pas aller très loin dans le contrôle. Donc je ne sais pas du tout comment ces choses vont être mises en place. Okay. Bon, merci bien pour ces réponses sur la France et les Turcs. Je vous en prie.